Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque la semaine dernière je me suis lancé le défi de faire 7 jours 7 mangas et j'avais envie de faire une petite vidéo bilan pour vous présenter plus en détail mes lectures, bien que je les ai déjà présentées dans le vlog de la semaine précédente. Pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog et qui voudraient juste les mangas, je me suis dit ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo. Du coup voilà les 7 mangas que j'ai lus la semaine dernière dans l'ordre de lecture. Je vais tourner la caméra histoire de pouvoir vous les montrer plus en détail. Alors, j'ai commencé la semaine avec Don't Call It Mystery de Yumi Tamura, publié aux éditions Noël Graphs. C'était le tome 4, une série que j'ai commencé cette année, je crois, et que j'aime beaucoup. Donc, on va suivre ce jeune homme qui est un étudiant qui se retrouve toujours mêlé dans des situations un peu étranges. Et comme il est doté d'un sens de l'observation et de la déduction très important, il va toujours réussir à démêler les diverses intrigues dans lesquelles il se retrouve. Donc il va pas vraiment mener des enquêtes, mais juste arriver à déduire de ce qu'il observe, les secrets de famille, les meurtriers, il y a des histoires vraiment très diverses et variées. Par exemple, dans celle-ci, donc la première histoire, je suis passée rapidement parce que c'est la fin de l'histoire commencée dans le tome précédent, donc je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue. Mais par exemple, ici, nous sommes dans une nouvelle histoire et il se promène tranquillement par un jour de pluie quand il tombe sur un homme qui est amnésique et il va du coup commencer à discuter avec lui, et au fur et à mesure de la discussion, cet homme en arrive à dire « je crois que j'ai posé une bombe ». Et donc lui, il va devoir déduire de toutes les petites conversations qu'ils ont eues, qui ont l'air très anodines, si oui ou non il y a vraiment une bombe, et s'il y en a une, où peut-elle être. Et donc c'est toutes des histoires un peu comme ça, où il observe, et il déduit des choses. Là, par exemple, dans celle-ci, il va se retrouver à l'hôpital et il y a plein de petits indices qui semblent lui être livrés, avec, par exemple, des fautes d'orthographe dans les affiches, et des choses comme ça. Et du coup, il va finir par découvrir un secret, sans même en fait, il cherche pas vraiment à découvrir ce secret, c'est vraiment... quelqu'un lui met des indices et lui, par déduction, il finit par découvrir ce secret sans avoir forcément voulu le résoudre. Et du coup, c'est une série que je trouve très amusante parce que ça change beaucoup des séries policières auxquelles on a l'habitude. On est vraiment dans un enquêteur très particulier et qui fait un petit peu penser par son sens de la déduction à Sherlock, sauf que Sherlock, lui, il veut résoudre des affaires, alors que lui, il veut juste se faire un curry, vivre sa vie tranquille, et il se retrouve toujours mêlé à des histoires pas possibles malgré lui. Très bonne série, j'aime beaucoup le dessin, très fin, et le personnage complètement décalé. Le deuxième jour, j'ai lu La danse du soleil et de la lune de Damura Matsura, je vais y arriver, édité aux éditions Kiyun. Donc c'est le tome 2 que j'ai lu. J'avais lu cette année aussi le tome 1. J'ai tendance à commencer beaucoup de séries et puis oublier de lire les suites. Donc ça faisait un moment que j'avais lu le tome 1 et que j'avais beaucoup aimé. Donc il me tardait de lire la suite et il était temps que je m'y mette. Là, pour le coup, aussitôt acheté, aussitôt lu, puisque je l'avais acheté la semaine précédente en allant à la librairie avec Miko. Donc, dans le premier tome, on découvre ce samouraï. Je vais essayer de vous montrer quelques images sans spoiler. Donc voilà, on découvre ce samouraï qui a une espèce de malédiction qui fait qu'il ne peut pas toucher le métal. Dès qu'il s'approche d'un objet métallique, celui-ci se tord. Donc ce qui est très problématique pour un samouraï, puisqu'il ne peut pas manier les sabres, et du coup c'est pour lui un grand déshonneur. Il n'arrive pas à trouver du travail plutôt. Donc il vit dans la pauvreté, et dans le premier tome, on le découvre, il est vraiment très malheureux, dépressif, il n'a plus d'argent, il n'a pas de travail, il se fait tabasser et il décide de se laisser mourir. Sauf que quelqu'un le voit et lui dit qu'il veut
elle ne veut pas qu'il meure, et il se réveille, il est chez lui, il est soigné, et une femme se présente à sa porte et s'invite à vivre avec lui. Alors lui, il veut pas d'elle, mais elle s'impose plus ou moins contre sa volonté, et petit à petit, ils vont commencer à se connaître, à apprécier la vie ensemble, etc. Sauf qu'à la fin du premier tome, il arrive quelque chose, et on le retrouve ici blessé et amnésique dans ce premier tome, donc il va devoir se rappeler qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et on rencontre, alors j'essaye de sauter les pages qui pourraient spoiler. On rencontre un nouveau personnage ici, voilà, on rencontre ce personnage qui est une jeune prêtresse aveugle qui a elle aussi un don très particulier puisqu'elle est capable de voir l'instant de la mort des gens. Et donc elle travaille comme diseuse de bonne aventure, mais en réalité elle ne sait pas vraiment lire l'avenir. Son seul pouvoir c'est de voir la mort des gens. Donc un très bon tome. L'intrigue avance pas énormément, mais j'aime bien le rythme un peu comme ça, lent. On a des planches où il se passe pas grand chose, mais on voit la pensée finalement du héros évoluer juste en voyant son expression. Je trouve ça assez sympa. Et au niveau du dessin, j'aime beaucoup aussi. Par exemple, voilà, on a des planches comme ça où on le voit plusieurs fois, comme ça, se prendre la tête, réfléchir. Et je trouve ça vraiment sympa, même si ça avance pas vite au niveau de l'intrigue. Le personnage est vraiment sympathique et on a envie de le suivre. Donc, si on aime les histoires de samouraï, celle-ci change un peu. Ensuite, j'ai choisi un manga que je voulais lire dans le cadre du challenge Halloween. Otogi Matsuri, que j'avais trouvé d'occasion, donc un manga de Inoue Juniya chez Doki Doki. La série n'est plus commercialisée, du coup voilà, j'étais tombée par hasard sur les tomes d'occasion et je m'étais dit pourquoi pas, il y a des histoires d'esprit, de yokai, tout ça, ça me plaît toujours. Et donc voilà, je n'en savais pas plus que le fait qu'il y aurait des histoires de yokai. Et je les découvre donc avec ce premier tome. Et j'ai beaucoup aimé, c'est effectivement au niveau yokai, esprit et démons en tout genre, on est bien servi. Et l'histoire elle est plutôt sympa, assez classique quelque part, mais qui fonctionne très bien. Les héros vont être des lycéens. Nous aurons donc ce jeune homme qui accidentellement détruit l'hôtel du Phénix, gardien du Sud. Et sans le vouloir, il vient de passer un pacte avec lui et il sera ensuite doté de la capacité de voir les esprits, mais aussi d'un arc magique qui lui permet de détruire les esprits maléfiques. Et il sera du coup dans ses aventures secondé par cette jeune fille qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, c'est cette jeune fille qui est la fille du prêtre du Shinto, qui est elle-même donc une jeune apprentie prêtresse, comme le montre sa tenue, et qui a elle aussi un pouvoir, puisqu'elle est capable depuis toujours de voir les esprits, et qu'elle est accompagnée dans sa vie de tous les jours par 5 petits renardos yokai. Et donc ils viennent de se rencontrer, ils vont se lier d'amitié, il se trouve que leur hasard fait trop bien les choses, et ils vont être dans la même classe. Et donc voilà, dans ce tome, ils auront à se battre contre deux démons. Le premier, c'est ce démon chat qui tue plein de gens. Et le deuxième démon contre lequel ils vont se battre est un démon fait d'insectes. Bon, alors si on a la phobie des insectes, cet épisode-là va être assez terrible. Mais en tout cas, voilà, je le trouve, le dessin est plutôt agréable, l'histoire était bien menée, c'était sympa. Et du coup, comme j'avais le tome 2 dans ma palle, j'ai enchaîné le lendemain avec le tome 2. Dans le tome 1, on rencontre aussi ce personnage qu'on retrouvera ici, qui est lui aussi doté d'une arme sacrée. Et dans ce tome, nous avons donc une seule aventure. On retrouve donc nos héros, les camarades de classe, et tout le monde va partir en voyage de classe à la mer. Sauf qu'ils arrivent sur une île où il semble y avoir des créatures étranges.
Et finalement, il y a une légende locale qui dit que tel jour, je ne me souviens plus quel jour c'est exactement, mais tous les esprits de mort reviennent sur l'île et ils reviennent de façon si palpable que tous peuvent les voir, pas seulement ceux dotés d'un pouvoir. Et donc c'est un moment assez dangereux dans lequel tous les habitants de l'île s'enferment, etc. Sauf que nos jeunes explorateurs prennent ça relativement à la légère en pensant que c'est juste une légende. Et ils se retrouvent finalement pris au piège par ces esprits et par l'esprit d'une jeune fille qui ne veut pas passer dans l'au-delà parce que là, une mission inachevée. Et donc voilà, il va y avoir toute une aventure là-dessus. Et ce qui est assez amusant, c'est que finalement, quand ils commencent à essayer de résoudre cette affaire comme ils le font avec les autres démons, ben, il s'avère qu'ils aggravent la situation. Donc il va falloir qu'ils changent leur façon de gérer. Ensuite, le lendemain, j'ai lu le premier tome de l'Éden des sorcières, donc un manga de Yumeji, publié aux éditions Kiun, un manga dont on m'avait dit beaucoup de bien. Et sur l'univers des sorcières, c'était parfait également pour le challenge Halloween. Donc là, on commence, on est dans un univers où la nature s'est complètement retirée parce que les humains l'ont surexploité. Et donc, l'univers, voilà, il est maintenant désertique, il n'y a pratiquement plus de plantes. Sauf dans quelques petits oasis où vivent les sorcières. Les sorcières sont les seules à entendre la voix des plantes, à entendre la voix de la nature. Et du coup, sont les seules capables de faire pousser des plantes et surtout sont les seules que les plantes acceptent d'accompagner. Les autres humains étant du coup incapables d'avoir des plantes. Sauf que l'humanité étant ce qu'elle est et comme on la connaît bien, mais au lieu de tirer une leçon de cette situation, ils se disent que c'est la faute des sorcières et que c'est les sorcières qui accaparent toute la végétation pour elles. Et donc il y a une chasse aux sorcières, les sorcières sont persécutées, elles sont, voilà, là je ne vous spoil pas grand chose, on est au début. Voilà, les sorcières sont persécutées. Notre héroïne, donc cette jeune fille qui est très innocente, elle a grandi donc toute seule avec cette vieille sorcière qui lui a tout appris, sauf que la vieille sorcière tombe malade et donc la jeune fille décide d'aller au village pour trouver un remède. Au lieu de trouver un remède, elle va trouver un homme qui la berne et donc elle va révéler leur cachette et ce qui devait arriver arriva. Elle est obligée de prendre la fuite. Et dans sa fuite, elle va donc être aidée par cette créature qu'on voit sur la couverture, qui est une créature mi-plante, mi-bête. Il y a un reflet, moi je reflète, voilà. Et elle va donc décider de atteindre l'Éden des sorcières, seul lieu où toutes les sorcières sont en sécurité pour exaucer le vœu de sa tutrice. Donc elle va partir et dans son long voyage, elle va rencontrer, voilà, elle va faire une première étape, on va dire. Elle va tomber sur ce jeune homme qui l'amène dans son village. Comme elle est blessée, elle va y passer quelques jours. Et donc voilà, elle va découvrir la vie de ces villageois qui sont très pauvres, qui sont délaissés par le pouvoir central. Et comme d'habitude, voilà, il commence à la soupçonner, à se dire que c'est peut-être une sorcière, ou etc. Et donc, il faut qu'elle reprenne aussi la route. Donc, je ne sais pas trop ce que la suite va donner. J'imagine qu'elle va comme ça parcourir et rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux villages, des nouvelles situations à chaque étape de son voyage. On m'avait dit beaucoup de bien de cette série. J'ai trouvé ça très sympa. L'univers est intéressant. Il est très facile de faire un parallèle avec notre propre société, l'exploitation de l'environnement, etc. Par contre, j'ai pas non plus été happée par cette histoire. J'ai trouvé que l'héroïne était un petit peu trop naïve. Elle a quand même 15 ans, je crois. Et quand bien même elle aurait vécu isolée avec cette vieille sorcière très gentille, j'imagine que dans un monde où
persécute les sorcières, la vieille dame avait quand même dû la mettre un petit peu en garde sur les villageois et tout ça. Or, je trouve qu'elle est d'une naïveté un petit peu étonnante. Le premier gars qui lui dit « Ah oui, c'est pas bien d'exécuter les sorcières », elle lui confie tout. Donc j'ai trouvé ça, que c'était du point de vue du personnage un peu dommage, ça veut dire qu'elle est vraiment très très naïve. Et surtout du point de vue narratif, je me suis dit c'est un peu facile comme solution pour commencer l'aventure. Donc voilà, j'ai trouvé une lecture agréable, mais j'attends un peu de voir la suite, si ça prend un petit peu plus de profondeur. En tout cas, l'héroïne, je l'ai trouvée voilà, un peu trop naïve à mon goût. Ensuite, j'ai lu Vlad Dracula de Akio Okubo, publié chez Soleil Manga, donc le premier tome. Celui-ci était dans ma palle depuis très 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 longtemps. Je suis également tombée dessus par hasard d'occasion, donc je l'avais pris parce que je trouve ça toujours intéressant. Sauf que je me souvenais plus du tout de quoi il s'agissait exactement. Et quand j'ai vu Vlad Dracula, je me suis dit ah ben c'est parfait pour le challenge Halloween, et je l'ai pris. Or, si j'ai beaucoup aimé cette lecture, le rapport avec le challenge Halloween, il n'y en a pas, puisque c'est pas du tout de vampires qui va s'agir, mais plutôt de la vraie histoire de Vlad III, prince de Valachie, qui a par la suite inspiré le personnage de Dracula. Mais ici, il ne s'agit pas du tout d'histoire de vampires, etc. Il s'agit vraiment de l'histoire avec un grand H au XVe siècle. Donc il y a la Valachie qui est un tout petit état pris entre la Hongrie et l'Empire ottoman. Et donc voilà, ici on a une petite carte. L'Empire ottoman, la Hongrie, la Moldavie et la Valachie. Et donc c'est très intéressant d'un point de vue justement historique. On découvre la géopolitique de cette région de l'époque et puis aussi les enjeux internes à la cour. C'est-à-dire que c'est une période qui est très instable et il y a eu une succession d'énormément de princes. Et quand Vlad III prend le pouvoir, en réalité, c'est pas vraiment lui qui détient le pouvoir, mais plutôt la cour, l'assemblée de nobles qui usurpe le pouvoir du prince et qui gère toutes les affaires à sa place. Et on voit dans les premiers chapitres Vlad être très passif, il se laisse faire, il laisse faire les nobles, et on se demande comment ça se fait qu'il est aussi passif. Et finalement, ce n'est pas du tout parce qu'il a peur ou parce qu'il se laisse faire, c'est parce que c'est quelqu'un qui réfléchit et observe avant d'agir. Et au fait, dans l'ombre, il va mener des plans pour essayer de récupérer le pouvoir, mais sans se révolter en face des nobles, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas suffisamment d'appui pour gagner en cas d'affrontement ouvert. Donc voilà, ça va être toute une histoire d'intrigue de cour, d'espionnage, de manipulation pour essayer de reprendre le pouvoir. Alors j'ai trouvé ça très intéressant. Au niveau graphique, je trouve ça plaisant aussi. Le seul petit bémol peut-être, c'est que je trouve qu'on présente, du moins dans ce premier tome, le prince Vlad comme quelqu'un de vraiment très vertueux versus les nobles très véreux. C'est-à-dire que lui, il est présenté comme il veut reprendre le pouvoir, mais c'est parce qu'il veut ramener la paix, c'est parce qu'il veut ramener plus de justice, c'est plein de nobles valeurs qu'il veut défendre, tandis que les nobles sont tous ou presque présentés comme des gens corrompus qui veulent juste s'en mettre plein les poches. Donc c'est très manichéen. Peut-être un peu trop, j'imagine que si Vlad veut récupérer le pouvoir, c'est aussi pour avoir le pouvoir et pas seulement pour le bien-être de ses sujets. Mais voilà, malgré ce côté très manichéen, j'ai trouvé ça très sympa et surtout voilà, de voir le prince manipuler finalement les nobles qui essayent de le manipuler. C'est assez sympa de suivre ce jeu de manipulation, d'espionnage, de contre-pouvoir, de pouvoir, Voilà, on est vraiment dans une ambiance renaissance avec donc les châteaux, les guildes de commerçants, les guerres, etc., les chevaliers, les vassals, bref. Manga historique, renaissance européenne, très chouette.
Par contre, si vous voulez des vampires, bon, voilà, c'est pas du tout ça qu'il faut lire. Du coup, pour retrouver sur une petite ambiance plus plus adaptée au challenge Halloween, j'ai fini ma semaine avec le tome 2 de Elegant Yokai Apartment Life de Inoue Kozuki et Waka Miyama, toujours chez Noël Graphs. C'est un manga petit prix qui coûte moins de 4 € et que du coup je m'étais laissé tenter par le tome 1. J'avais beaucoup aimé et donc j'ai enchaîné avec le tome 2. Et donc on va ici suivre un jeune homme qui est orphelin et qui dans le tome 1 vivait chez son oncle et sa tante, sauf qu'il vit très mal de vivre chez son oncle, il ne se sent pas à l'aise, il ne se sent pas à sa place, il veut très vite devenir indépendant, donc il décide de quitter la maison de son oncle pour intégrer un internat. Or, l'internat brûle la veille, presque, je ne sais plus la veille ou la semaine précédente, enfin il brûle peu avant la rentrée, donc il se retrouve dans la panade et il doit à tout prix trouver un logement. Sauf que c'est un lycéen qui a des petits jobs le week-end, il n'a pas d'argent, donc il faut qu'il trouve rapidement un logement dans ses moyens. Et il finit par tomber sur une demeure où les loyers sont vraiment pas chers, et pour cause, au fait, dans cette maison vivent des yokai en même temps que des êtres humains. Donc ici on le retrouve, il est dans la résidence, sauf qu'il va quitter la résidence parce que finalement son internat a été réparé. Donc il quitte la résidence pour aller vivre dans l'internat comme c'était initialement prévu. Sauf que il a beaucoup de mal à s'intégrer. Et en fait, toute une partie de ce deuxième tome va être vraiment axée sur lui, sur sa difficulté à communiquer, à s'intégrer, à arriver à comprendre ses camarades. Par exemple, il critique beaucoup les gens parce que les gens ne sont pas à l'écoute, parce qu'ils ne sont pas attentifs les uns aux autres. Sauf que lui-même, finalement, il va avoir plusieurs réactions qui seront mal prises ou mal comprises. Et du coup, il va réfléchir sur ses propres actions, sur sa propre façon d'avoir géré les choses et se rendre compte de ses propres limites. Voilà, il y a toute une phase comme ça, vraiment, de réflexion sur l'importance des relations entre les gens. Et ça occupe, je dirais, au moins la moitié de ce manga, si ce n'est les 2/3. Et finalement, on va quand même retrouver nos yokai, quand même. Ils nous manquaient, donc on va quand même les retrouver. Et ça se termine sur des livres magiques. Voilà, donc la prochaine étape sera la découverte de livres magiques. Après les yokai, les livres de magie. Et voilà pour mes 7 lectures. J'espère que cette petite vidéo présentation manga vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et on se retrouve bientôt dans un nouveau vlog.